14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Même étant innocent, je suis persuadé que je serai condamné parce qu'il y a eu trop d'accusations fausses, de faux témoignages. Si j'étais condamné, de toute façon, je mettrais fin à mes jours immédiatement. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis la foire de Châlons-en-Champagne avec aujourd'hui cette voix, celle d'un tueur qui a marqué la mémoire de cette région, Pierre Chanal, l'adjudant-chef Chanal qui transportait sur ses épaules une montagne de silence, jusqu'à ce que ceci se transforme en honte, la honte d'être démasqué comme un violeur et un tueur en série. 8 victimes que l'on va appeler les disparus de Mourmelon, uniquement des jeunes hommes militaires ou civils, comme volatilisés dans ce triangle de Champagne entre Mourmelon, Suippes et Châlons-en-Champagne. Des disparitions négligées qui ne semblaient intéresser personne. Il va falloir 8 ans, l'obstination d'une poignée d'enquêteurs et d'un juge pour qu'apparaisse cette silhouette athlétique et ce visage taillé à la serpe, celui de Pierre Chanal, respectable gradé le jour, violeur pervers le soir. 18 ans après le suicide de l'adjudant qui a préféré la mort au déshonneur d'une condamnation, des familles s'interrogent toujours sur la mort d'un fils, d'un frère ou d'un mari. L'ombre de Pierre Chanal continue de les poursuivre. Avec nos invités, nous allons essayer de savoir pourquoi l'affaire Chanal a marqué à ce point les esprits et explorer les derniers mystères de ce dossier. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime depuis la foire de Châlons-en-Champagne avec aujourd'hui Pierre Chanal ou les fantômes de Mourmelon à l'hiver 1980. C'est ici, près de cet immense camp militaire posé dans les plaines de Champagne, qu'un jeune appelé disparaît, le premier d'une longue série. Le samedi 5 janvier 1980 au matin, un froid vif règne sur le camp de Mourmelon-le-Grand. La nuit précédente, les températures ont encore chuté. Les appelés du 4e régiment de dragons se rassemblent dans la cour pour l'appel. Le soldat Patrick Dubois, 19 ans, depuis un mois sous les drapeaux, affecté à l'escadron de commandement et de service, ne répond pas à l'appel. Le jeune homme a bénéficié la veille d'un quartier libre. Il avait prévu de se rendre au cinéma avec un autre appelé. Patrick Dubois est un garçon timide qui n'a jamais quitté ses parents, qui habite près de Valenciennes. Il est du genre discipliné. Il voulait même devenir gendarme. Pas de nouvelles. L'armée diligente donc une procédure de désertion. Ses parents vont se démener pour avoir des nouvelles, mais l'armée reste muette. À ce stade, pas de véritable enquête. Patrick Dubois est déclaré déserteur. Un an plus tard, dimanche 20 février 1981, Serge avait 20 ans, appelé du 3e régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, dans l'Aube, n'a pas réintégré la caserne. Bientôt papa, il s'était rendu, comme à son habitude en stop, à Tinqueux, près de Reims, où vit sa famille. Serge Havé n'avait aucune raison de disparaître. Son service militaire s'achevait dans quelques semaines, mais lui aussi est classé déserteur. Les 2 premières disparitions de jeunes appelés ne font pas de vagues. L'armée est habituée à ce genre de défection. Le fait qu'elles soient survenues dans un même secteur ne change rien à l'affaire. La région autour de Châlons-en-Champagne est un haut lieu militaire. La 3e disparition, août 1981, de l'appelé du 4e dragon, Manuel Carvalho, passe, elle, totalement inaperçue. Lui aussi, comme Patrick Dubois, était affecté en qualité de mécanicien à l'escadron de commandement et de service. Il s'est volatilisé lors du week-end des 8 et 9 août. Vont suivre 2 autres cas. 20 août 81, Pascal Sergent quitte son unité de char de combat de Mourmelon pour une permission de 72 heures. Il part en stop, comme de très nombreux bidasses, pour rejoindre la maison familiale à Tagnon, dans les Ardennes. Pascal Sergent voulait s'engager dans l'armée, mais lui aussi est considéré comme déserteur. Lundi 4 octobre 82, le 4e régiment de dragons de Mourmelon constate l'absence de l'appelé Olivier Donner. Lui aussi est parti en stop pour rentrer chez lui près de Troyes. Pas de nouvelles pendant un mois, jusqu'au 31 octobre, où son corps est découvert par un chasseur près du camp de Mailly-le-Grand. Dissimulé dans un bosquet, il porte les habits qu'il avait lors de sa disparition, manque son sac et ses papiers. L'hypothèse criminelle est envisagée. La mort du jeune Olivier Donner entraîne l'ouverture d'une information judiciaire confiée à un juge de Troyes. Il s'agit de toute évidence, mais l'autopsie ne parvient pas, en raison de la dégradation extrême du corps, à établir les causes de la mort.
Impossible de savoir si le jeune soldat a été frappé et de quelle façon ou s'il a subi une quelconque agression sexuelle. 5 militaires disparus dans un même triangle, Mourmelon, Suippes, Châlons-en-Champagne, tous autostoppeurs volatilisés aux abords de la Nationale 77. Quelques familles dispersées demandent à la justice de déclencher des recherches, mais on ne les entend pas. Les autorités parlent de disparition volontaire de majeurs. En 1983, dans le sillage de la mort de l'appelé d'honneur, le procureur de Reims demande à la section de recherche de la gendarmerie de reprendre à zéro les investigations. Les recherches végètent, 23 août 85, disparition de Patrice Denis, 20 ans. Pas un soldat, mais un technicien en tir de fusée qui se rendait au camp de Mourmelon. À la section de recherche, le capitaine Joël Vaillant charge le gendarme Jean-Marie Tarbes des investigations. Les enquêteurs sentent confusément que toutes ces disparitions se ressemblent. Et si elles étaient l'œuvre d'un prédateur qui rôde sur ces routes juste avant la tombée de la nuit? Bonjour Joël Vaillant. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et nous sommes avec vous ici dans le studio éphémère de RTL de l'heure du crime à la foire de Châlons en Champagne. J'ai cité votre nom à l'instant dans ce récit. Vous avez été le patron de la section de recherche de Reims de 1985 à 1991 et on peut dire que c'est vous qui avez vraiment déclenché les recherches qui vont aboutir à l'identification de Chanal. On n'en est pas là pour l'instant. Cette série de disparitions qui vous intrigue, il faut bien le dire, mais peut-être vous êtes bien les seuls, vous, à la section de recherche, à être intrigués, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches, il faut le dire. Je crois qu'il faut rappeler le contexte. Vous l'avez cité, les disparitions. Lorsque j'arrive le 5 août 85, il y a les 5 disparus que vous venez d'évoquer. 4, puisque le 5e, c'est le travail de mon équipe qui permettra d'identifier Carvalho comme étant absent également. Donc quand j'arrive le 23 août, disparaît Patrice Denis, un civil. Nous sommes prévenus, la gendarmerie, par le commissariat de Châlons le 28, c'est-à-dire 5 jours après. Et là, nous allons déclencher ce que nous devons faire à chaque disparition. Là, c'est un civil, des recherches opérationnelles et des recherches judiciaires. Les recherches opérationnelles par le local, le judiciaire par mon service. Et nous allons déterminer, et je vais découvrir à ce moment-là, qu'il y a ces 5 autres disparus. C'est ça, vous découvrez. Alors là, il faut quand même s'arrêter une seconde, Joël Vaillant, parce que jusqu'à présent, on peut pas dire que l'armée ait été très rapide à signaler des cas inquiétants. Enfin, l'armée... tout le monde disparaît au même endroit. L'armée signale lorsque quelqu'un ne réintègre pas la caserne, il a un sang régulier, puis devient ensuite déserteur. C'est une formalité administrative. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais utiliser le terme de désertion. On va parler de disparition. Parce que la désertion est un acte volontaire, la disparition, elle peut être volontaire, peut être accidentelle, elle peut être criminelle. Et donc c'est cela. Ces 3 hypothèses-là sur lesquelles nous allons travailler. C'est ça. Donc, mais vous êtes vraiment les premiers. Et il faut le dire, je le dis parce que vous le dites pas, parce que vous avez beaucoup d'humilité, mais vous êtes très isolés dans cette enquête au début. On peut pas dire que vous soyez très appuyés. On va y revenir, Joël Vaillant, par la justice et même par l'armée. Vos collègues militaires, d'ailleurs, qui vont pas s'empresser pour déclarer tous ces cas. Juste un mot. Le juge d'instruction, lorsqu'il ordonne son ordonnance de renvoi pour 2003, il signale que les premiers enquêteurs qui ont été saisis, police ou gendarmerie, puisque les 2 services ont travaillé, ne savaient pas ce qu'il fallait faire, quelles investigations à conduire, ou bien s'évertuer à démontrer qu'ils étaient vivants. C'est ça. Donc il a résumé l'ambiance, le contexte de l'époque. Vous êtes un peu dans le black, comme on dit. Vous êtes un petit peu dans le noir. Dans les nuages. Voilà, c'est ça. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais, bonjour. Et merci d'être l'invité aujourd'hui de l'heure du crime dans cette affaire Chanal. En quelques mots, Philippe, parce que vous connaissez très très bien cette région, vous y habitez, vous y travaillez. C'est quoi ce camp de Mourmelon, ce décor un petit peu désolé C'est une vieille institution militaire qui a traversé les siècles, mais qui reste toujours très active et qui est tout à fait moderne. On est autour de 10 000 hectares. Il y a des espaces de casernement, de vie, etc. Mais on a des très grands espaces qui servent essentiellement aux manœuvres pour la cavalerie, pour différents engins blindés, etc. Donc finalement, ce sont des grandes plaines
mais qui sont marqués par des bosquets, par des endroits vallonnés, etc. Et surtout, c'est très tranquille quand il n'y a pas de manœuvre. C'est très tranquille. Ce que je veux dire, c'est qu'il est facile d'y disparaître finalement, ou d'y cacher un corps, ou d'y commettre un forfait, à l'abri de tous. C'est Si ça. pas disparaître, au moins y cacher, c'est facile. C'est ça, au moins y cacher. Joël Vaillant, je reviens vers vous, patron de la section de recherche de Reims de 85 à 91. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'heure du crime parce que c'est vous véritablement qui avez mis le doigt, si je puis dire, sur Chanal. La mort, ou tout au moins le corps retrouvé de Olivier Donner dans ce bosquet par un chasseur, ça change tout à l'affaire. Là, vous avez un élément matériel. J'arrive et je découvre son dossier. Je me le fais communiquer. C'est quelque chose de très 20 cm d'épaisseur à lire, c'est très vite lu. Donc, vous l'avez résumé, on ne connaît pas les causes de la mort. Mais il est difficile d'imaginer qu'à 20 ans, on vient mourir et se cacher sous des branches. C'est que manifestement, quelqu'un vous a déposé. Oui, c'est ça. L'autopsie ne permet pas de déterminer parce qu'il y a eu un certain nombre de ratés. Mais moi, je vais consulter des médecins légistes pour leur dire, expliquez-moi comment on peut mourir sous un état-là, sans lésion, sans fracture, etc. En fait, ils vont me dire, il a été asphyxié, donc soit étouffé, soit étranglé. Ça, c'est un élément qui est intéressant. C'est un squelette, c'est ça. Il est partiellement décomposé, et la décomposition s'est faite sur la tête et la partie haute du corps. Alors, si vous étranglez quelqu'un, vous l'étouffez, l'hématome et puis la cyanose du corps va entraîner, je veux dire, un amas de sang, et les insectes vont se précipiter pour faire leur travail. C'est ça, donc vous n'avez pas de conviction sur la manière dont il est mort, ça c'est impossible à savoir. Moi, je sais qu'il est mort, d'après le médecin légiste, qu'il est mort étranglé ou étouffé. La question qui se pose, que nous nous posons, c'est est-ce que les autres disparus militaires ont subi le même sort? Et c'est la question qui va se poser à des enquêteurs qui vont voir leurs doutes se confirmer et s'étoffer. Il va falloir encore du temps pour que se dessine la silhouette d'un homme qui est peut-être derrière cette longue série de disparitions. Les gendarmes s'intéressent au camp de Mourmelon et à ses abords. Avec l'aide de l'armée de l'air, ils ratissent les bois, les bosquets, les fossés, à l'aide de caméras thermiques pour retrouver une trace du dernier disparu, Patrice Denis, le jeune technicien en lancement de fusée. Mais ce décor que l'on commence à surnommer le triangle des Bermudes de la Marne, ce paysage ne livre aucun indice. 30 avril 87, l'appelé Patrick Gache, 19 ans, 4e régiment de dragons, ne réintègre pas la caserne. En dépit des précédents, l'armée va mettre 2 mois avant de prévenir le 8 juillet la section de recherche de la gendarmerie. À croire que les militaires ne veulent pas d'ennui ou redoutent une mauvaise publicité. Les gendarmes fouillent le camp de Mourmelon, auditionnent des gradés, établissent une liste de 63 profils intéressants. Enquête sous tension. Lors d'une visite du camp, le ministre de la Défense, André Giraud, s'exclame « Les disparus de Mourmelon, c'est une blague ridicule !» 8 août 1987, le cadavre d'un jeune Irlandais, Trevor O'Keefe, est découvert dans le bois d'Alincourt, dans l'Aisne. Il a été étranglé avec une cordelette. Il est établi qu'il faisait du stop près de Châlons en Champagne. Le meurtrier n'a pas laissé de traces, mais la chance va tourner. 9 août 1988, loin de Mourmelon, à Bussière, en Saône-et-Loire, le chef Genet et le gendarme Descheny de la compagnie de Mâcon patrouillent aux abords du chantier de la ligne TGV. Ils sont intrigués par la présence d'un combi Volkswagen vert arrêté au bout d'un chemin de terre. Sans doute des écologistes qui viennent perturber le chantier SNCF. À la vue des gendarmes, le conducteur se présente spontanément. Il se déclare comme un collègue militaire, adjudant, chef Pierre Chanal. Le chef Genet examine la carte militaire de l'individu, puis décide de faire le tour du véhicule. À l'arrière, il aperçoit un jeune homme attaché aux pieds par des sangles, les poignets par des chaînes, le cou relié par une chaînette à l'enrouleur de la ceinture de sécurité. Le jeune garçon est vivant, blessé, traumatisé. Il dit avoir été violé. C'est un Hongrois, Palas Falvé. Autostoppeur, il ne parle pas français. Chanal est embarqué. Il nie toute agression. Il invoque une mise en scène entre homosexuels. Chanal était affecté récemment à Mourmelon. Les gendarmes de Reims sont alertés. Les enquêteurs découvrent ce militaire athlétique, crâne rasé, yeux bleus, qui a été arrêté en short et débardeur. Ils ont aussitôt le sentiment de détenir en Chanal le suspect numéro 1. L'adjudant-chef a servi au 4e régiment de dragons, à Mourmelon, en 77, jusqu'en juillet 86. Il était le supérieur de 4 des appelés disparus.
Il a ensuite été affecté au centre d'équitation militaire de Fontainebleau, mais il a continué à fréquenter assidûment la Marne. Il se rendait fréquemment au paraclub de Mourmelon. Chanal avait toujours rêvé d'intégrer les paras, des troubles circulatoires l'en avaient empêché. Il s'est inscrit au paraclub le 30 avril 1987, le jour même de la 7e disparition, celle de Patrick Gache. Le combi est passé au peigne fin. On y trouve des cheveux, des poils, mais à l'époque l'ADN est une science en devenir, des slips d'hommes, des sangles, des godemichés, une cordelette en nylon sont saisies. Pierre Chanal est placé en garde à vue pour les disparitions. 660 questions. Il ne va pas craquer. Et je m'adresse à vous, Joël Vaillant, qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes le patron de la section de recherche de Reims à l'époque. Et là, effectivement, comme on dit dans votre jargon, vous tenez un client, monsieur Vaillant. C'est-à-dire que le dossier commence à devenir intéressant. Il y a cet interrogatoire qui est fait assez rapidement. Il ne craque pas, Chanal. Oui. Mais pourquoi sommes-nous intéressés par Pierre Chanal? Parce qu'il a été arrêté avec quelqu'un dans son véhicule. Bien sûr. Qui s'appelle Falvé. Mais également parce que préalablement, avec monsieur Ployer, nous avons déterminé un profil. Parce que nous étions, comme on vous l'a dit, dans le bleu. Jean-Luc Ployer, qui est l'expert psychologue, qui a analysé Chanal, et on va venir avec lui puisqu'il est également notre invité dans l'heure du crime. Donc il nous a donné un portrait, je veux dire robot, de la personne qu'il fallait rechercher. C'est un militaire, un ancien militaire qui se déplace, qui a un véhicule, qui a eu des techniques commando et qui maîtrise et qui a des attaches ou qui demeure dans la région. Et donc il y a une corrélation entre un profil et la personne. Jean-Luc Ployer, expert psychologue, bonjour. Et bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité avec nous de l'heure du crime. On vient de le dire, vous avez expertisé Chanal, vous êtes l'auteur du livre L'approche du mal aux éditions Grasset. Justement, quel portrait à l'époque faites-vous de ce Chanal auprès des gendarmes? Je vois que vous avez de bonnes lectures. Hein. Oui, excellente. Mais je vous lis toujours, Jean-Luc Ployer. Et je suis très content aussi de participer à un débat avec monsieur Vaillant. C'est toujours un plaisir. Vous êtes parmi les personnes, il y en a quelques d'autres évidemment, mais qui ont fait craquer Chanal. Donc dites-nous, alors en quelques mots, quel portrait vous dressez de Chanal auprès des gendarmes? Alors, monsieur Vaillant, comme il l'indiquait tout à l'heure, il était un petit peu dans les nuages, si je peux me permettre de reprendre votre expression, monsieur Vaillant. Et moi, il m'a demandé, à l'époque j'étais jeune expert, il m'a demandé effectivement de profiler. Le terme de profilage n'existait pas en France, c'était plutôt au niveau du FBI, si vous voulez. Mmh. J'ai pris une feuille de papier, je l'ai divisé en deux, et j'ai effectivement profilé les victimes. Ça, c'était pas très difficile, dans la mesure où les disparus étaient, j'allais dire, des jeunes appelés, qui avaient certainement aussi encore une problématique autour de leur choix sexuel, si vous voulez, un peu immature, si vous voulez. Quand on reprenait les dossiers, on croisait facilement ce type de profil. Par contre, au niveau de l'auteur, c'était extrêmement compliqué historiquement, puisque moi, j'ai décidé que c'était un auteur. Oui, c'est ça, parce que il faut. Là, vous allez vite, parce que vous avez une science que nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire que vous arrivez à dresser, si je puis dire, un portrait chinois de Chanal. Déjà, alors, on sait presque qui il est. Oui, monsieur, c'est-à-dire que j'ai même été jusqu'à, je sais pas trop pourquoi, c'est une espèce d'intuition professionnelle, mais j'ai même également donné le grade de l'adjudant-chef. Incroyable. Alors il faut que vous jouiez au loto plus souvent parce que vous avez gagné. Tout simplement parce que j'ai fait moi-même mon service militaire et que j'avais considéré que le grade d'adjudant-chef, c'est quelqu'un qui était comme un angle mort dans une voiture, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il rendait compte à personne pratiquement. Et donc ça facilitait, c'est une hypothèse de travail, si vous voulez. Bien sûr. Et hypothèse de travail qui va effectivement vous conforter, Joël Vaillant, directeur de l'enquête, dans vos recherches. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cet interrogatoire de Chanal, parce que c'est important. Là, vous avez en face de vous, pour la première fois, le personnage central de cette affaire, et c'est une forteresse, Chanal. C'est un colosse, il lâche rien. Alors, c'est la deuxième fois que je le vois, puisque dès qu'il a été arrêté, j'ai envoyé une équipe dans la soirée. Le lendemain matin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir, et je l'ai interrogé le lendemain de son arrestation. Donc, on l'a interrogé avec mon collègue de Dijon, et on s'est aperçu qu'il avait des réticences à parler, et qu'il y avait deux sujets sur lesquels il y avait un blocage, quand on parlait de désertion, de disparition et de sexualité. Là, il s'arrêtait ? Il s'était. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je lui répondais la vérité. Non, vous étiez adjudant d'escadron, celui qui connaît la position de chacun. Dans votre unité, 4 ont disparu sous vos ordres. Et vous ne parliez pas de désertion ?
Que vous dit Joël Vaillant, le jeune Hongrois rescapé? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Alors lui, c'est intéressant parce que il nous donne, j'allais dire, ce que on avait présupposé. Parce que avant d'entendre Pierre Chanal, je vais à un aparté, j'avais entendu en Suisse un tueur en série, Perry Michel, qui avait tué une dizaine d'étrangers, dont en France, et il prenait les autostoppeurs. Et il avait la même typologie que Pierre Chanal. C'est-à-dire, il partait en chasse, il nous expliquait. Je prenais les autostoppeurs de 15 à 20 ans. Il fallait qu'ils ne soient pas homosexuels. Ensuite, je ne passais pas à l'acte, mais j'avais une pulsion. Je bloquais le véhicule, je les braquais, je les faisais sortir, je les sodomisais, je les tapais au marteau, je les brûlais. Et donc, on avait un type qui nous avait donné la clé, façon. la clé. Voilà, la clé. Et Falvé Pallas va nous donner la même réponse. Je fais du stop, quelqu'un s'arrête, il me prend, m'emmène dans des petits chemins, il s'arrête 3-4 fois, et puis il passe derrière moi, il me passe une sangle, il m'emmène à l'arrière, et puis toute la nuit, voilà, il essaye de me violer, etc. Et il nous raconte, pour moi, il a dit, ce n'est pas la première fois. Et il avait raison, parce que quand il a été obligé de se masturber, et qu'il a été filmé par Pierre Chanal masquait le visage. Et donc il commençait à chosifier la victime. C'est ça. Oui, effectivement, et ça va être un rituel, effectivement, qu'on va retrouver sur ces crimes. Encore un petit mot, Jean-Luc Ployer, expert psychologue, et vous avez, je le rappelle, expertisé Chanal. Est-ce que finalement Chanal s'est-il préparé à cet interrogatoire? On a l'impression que tout est verrouillé. Bien sûr. Alors, je l'ai rencontré à 3 reprises, Pierre Chanal. J'ai examiné à 3 reprises. Manifestement, ce qu'il en disait lui, c'est que il a été préparé aux interrogatoires. Il avait fait des méthodes commando. Tâche commando. Donc à ce moment-là, c'était une forteresse en quelque sorte imprenable. Si vous voulez, il n'y avait pas de fissure possible pour les enquêteurs. Malgré les lourdes présomptions, Pierre Chanal n'est pas rattrapé pour le moment par l'affaire des disparitions. Dans l'immédiat, il va passer aux assises pour le viol du jeune Hongrois. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'armée a toujours considéré cette affaire comme étant une affaire embêtante. Et comme les affaires embêtantes, le mieux c'est de ne pas en parler. On met tout ça, on met ça sous le tapis et ça n'intéresse personne. L'heure du crime aujourd'hui depuis la foire de Châlons-en-Champagne, Pierre Chanal ou les fantômes de Mourmelon. Malgré les soupçons, l'adjudant-chef n'a pas été confondu dans l'affaire des 8 disparitions près du camp militaire. À l'automne 1990, il est jugé pour l'enlèvement et le viol d'un jeune Hongrois. En ce mois d'octobre 1990, Pierre Chanal comparaît devant la cour d'assises de Saône-et-Loire. Sa victime, Pallas Falvé, 22 ans, enlevé et violé, indique « Il avait le regard d'un fou et j'ai pensé, il va me tuer. J'ai vu dans ses yeux l'envie de tuer. » Chanal décrit froidement un jeu sexuel extrême mais consenti entre adultes. Les jurés ne le croient pas. Il écope de 10 ans de prison. Un viol barbare était au cœur du procès, mais c'est bien le spectre des disparus de Mourmelon qui a plané sur toutes les audiences. Il a échappé aux poursuites. Pour les familles des victimes, tout comme pour les gendarmes, il faut parvenir coûte que coûte à le rattraper. Il s'avère que le dossier des disparus est alors en déshérence après avoir connu des changements incessants de magistrats. 12 novembre 1994, après bien des difficultés, Pierre Chanal est mis en examen pour séquestration et assassinat dans le dossier O'Keeffe. Il rue dans les brancards et tente de se suicider. Son avocat sait que le dossier est fragile. Le juge finit par rendre une ordonnance de mise en liberté du militaire. La famille du jeune Irlandais est choquée, mais la libération est confirmée. La menace s'éloigne pour Pierre Chanal. Il va alors vivre chez l'une de ses sœurs, à Saint-Étienne. Jusqu'ici, le militaire n'a jamais rien avoué, quitte à s'énerver et à se taper la tête contre un bureau. Un 7e juge, Pascal Chapard, reprend lui l'affaire à bras-le-corps. Il retrouve des scellés perdus, fait analyser les poussières aspirées dans le combi de Chanal, 457 poils analysés, 22 ADN masculins détectés, 5 ans d'expertise. En 1999, les empreintes génétiques de Patrice Denis, Patrick Gache et de Trevor O'Keeffe sont identifiées. Le 13 août 2001, Chanal est renvoyé devant les assises de la Marne pour séquestration et meurtre. Il fait évidemment appel.
Avec vous, Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais, je voudrais que vous nous disiez un mot sur l'affaire O'Keeffe, que vous connaissez bien. C'est un dossier que vous avez suivi. Il est important, ce dossier, parce qu'il est déclencheur de plein de vérités, si je puis dire. Oui, l'affaire O'Keeffe, moi à l'époque je suis en poste dans l'Aisne, et c'est vrai qu'on en parle entre nous, mais on est très loin de faire le lien avec les fameux disparus du triangle de Mourmelon, qui finalement est quand même à plus de 100 km. Et puis donc le procureur Quincy, qui est à Saint-Quentin, lui par contre dit qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, notamment le fait que le corps ait été retrouvé dans un talus, enterré comme le ferait un commando. Oui. Et ça lui dit oui, c'est ça. Il y a la patte militaire derrière. C'est quelqu'un qui quelque part il se dit ça me parle. Donc c'est quelqu'un qui crapahute. Voilà, il se rapproche de ses collègues marnais et il se dit tiens, faudrait peut-être mettre en examen, enfin à minima entendre l'adjudant-chef dans ce dossier. Et donc ça va être une véritable petite explosion dans l'Aisne, parce qu'on est très loin d'imaginer que ce qui se passe dans le triangle de Mourmelon ait pu venir jusque dans l'Aisne. Jean-Luc Ployer, expert psychologue, et vous avez expertisé Pierre Chanal dans cette affaire. Je le disais, il est très rapidement en colère, Chanal. Il est dans le déni. On a l'impression qu'il est toujours prêt à exploser. Oui, après son jugement à Chalon-sur-Saône, en quelque sorte, dans notre jargon, si vous voulez, il va se victimiser. C'est-à-dire qu'il va considérer que, pour me plagier Jean-Paul Sartre, que l'enfer, c'est les autres. C'est-à-dire que, manifestement, lui n'est pas concerné par ce qu'on lui reproche. Et effectivement, il va mettre en place ce qu'on appelle aussi dans notre jargon des mécanismes pseudo-paranoïaques. On m'en veut, etc. De toute façon... ça va être un fil rouge chez lui. Complètement. Et c'est d'ailleurs la forteresse qui met entre lui et les autres, en quelque sorte. Il va effectivement dire ça jusqu'au bout, puisque moi je l'ai vu 15 jours, 3 semaines avant son procès. Et il m'a expliqué ça. Et il vous a expliqué ça, et on va y revenir évidemment à ce procès, et il le dira d'ailleurs à sa sœur en permanence, je n'ai rien fait, on veut de faire moi un coupable, je suis un bouc émissaire, ça va être son leitmotiv à Chanal. Joël Vaillant, tout de même, je veux bien, vous avez réussi à faire sortir le nom de Chanal, mais alors que d'erreurs, des pièces perdues. On va trouver des pièces dans un grenier, dans le tribunal de Châlons. Vraiment, on a failli le perdre à un moment donné, Chanal. Je dirais que c'était un côté judiciaire. C'est un gâchis judiciaire. La première, c'est que il y avait 4 dossiers d'ouverts, un dans l'Aisne, un dans la Marne, un dans l'Aube, un dans la Saône-et-Loire. Donc, le seul qui avait une vue globale, c'était moi, qui avait l'ensemble des éléments et qui pouvait permettre de voir le puzzle. Or, la justice, elle fonctionnait dès l'instant que vous saucissonnez des dossiers. Vous n'avez qu'une vue parcellaire et vous n'avez pas une vue globale. C'est un puzzle. Il fallait reconstruire le puzzle. Dans cette affaire, il y a eu 12 juges d'instruction. Il y a eu des experts incompétents, insignifiants, qui ont commis des erreurs. Et donc tout ceci a participé, je dirais, à retarder. Il faut admettre aussi que Pierre Chanal a mis aussi beaucoup de mauvaise volonté à apporter une solution, à répondre aux attentes légitimes des familles que sont devenus nos enfants. Mardi 14 octobre 2003, 23 ans après la première disparition d'un jeune appelé du contingent aux abords du camp militaire de Mourmelon, le procès de Pierre Chanal, 56 ans, s'ouvre devant la cour d'assises de la Marne, à Reims. Les familles de victimes, la presse, le public, tout le monde attend avec impatience l'apparition de l'adjudant-chef prévue pour le lendemain, mercredi 15 octobre. Chanal est depuis 3 mois en grève de la faim pour protester, et sa venue a été différée. Les premiers témoins entendus le décrivent comme quelqu'un de secret, solitaire, austère. Un militaire évoque un élément discipliné et volontaire mais totalement introverti à propos de sa vie personnelle. Un fort chabrol cérébral, comme le décrit le journal Le Monde. Des appelés de Mourmelon le décrivent comme un gradé qui s'en prenait aux faibles. Sa sœur aînée, Simone, dit de lui qu'il était tout au contraire très sensible. L'adjudant-chef a tout fait pour éviter ce procès pour 3 séquestrations et meurtres avec préméditation. Il avait fait appel, puis déposé un pourvoi en cassation, finalement rejeté. Ce rendez-vous était programmé au printemps, 11 mai, mais l'intéressé a fait une tentative de suicide en prenant du Noctran, un somnifère. Depuis 3 mois, il est en grève de la faim, mais a été jugé apte à comparaître. Aux premières heures de la matinée, avant l'ouverture de l'audience, la nouvelle stupéfiante se répand. Pierre Chanal s'est suicidé.
dans sa chambre du CHU de Reims sous garde policière. Son avocat, André Buffard, lui avait rendu visite à 22h10. Je l'avais trouvé très faible. En même temps, il semblait ailleurs, il paraissait serein. À 22h50, 2 greffiers sont venus lui lire les procès-verbaux d'audience. À 0h38, lors de sa ronde, un policier a noté que Chanal avait la tête en arrière. Il y avait une flaque de sang sous le lit. L'adjudant-chef avait 2 lames de rasoir entre les jambes et s'était tranché l'artère fémorale. Chanal s'est suicidé, procès ouvert et aussitôt refermé par la présidente de la Cour qui déclare l'action publique éteinte. C'était un geste parfaitement organisé, déclare le procureur général Yves Charpenel. Jean-Luc Ployer, vous qui connaissez parfaitement ce qu'il y a dans la tête de Chanal pour l'avoir expertisé et analysé, quel coup de théâtre, comment expliquer ce suicide si ce n'est par la peur du déshonneur? Oui, tout à fait. C'est un coup de théâtre, oui. En même temps, c'est très logique par rapport à son mode de fonctionnement, si vous voulez. C'est-à-dire que il pouvait pas supporter. Alors, ce qu'il faut savoir concrètement, c'est que le lendemain matin, le 2e jour de son procès, la Cour allait visionner une cassette vidéo de Monsieur Falvet, où il l'avait torturé, enchaîné, etc. Manifestement, il a eu peur de cette confrontation parce que Falvet, il est là à ce procès. Complètement, parce que quand on revoit les images de télévision de l'époque du premier procès, on voit que quand effectivement il passe cette vidéo, Pierre Chanal, il est pris de tic nerveux. C'est une des seules fois où manifestement il lâche prise en quelque sorte, comme on dit dans notre jargon. Alors ça, c'est quand même tout à fait particulier. Autrement, c'est quelqu'un de très organisé, obsessionnel, voilà. Et donc, il avait peur. Peur. Moi, il me l'a dit 15 jours avant le procès. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, quel est l'homme que vous voyez? Décrivez. Il me dit, parce que vous êtes une des rares personnes à l'avoir vu, Chanal. Oui, alors la dernière fois que je l'ai vu, c'est 15 jours avant son procès. Il était en fauteuil roulant. Il y avait une grève de la faim massive. On a su après qu'il était en phase terminale d'un cancer. Il faut également le dire maintenant, si vous voulez. Mais en même temps, il avait encore une détermination dans sa négation des faits qui était tout à fait redoutable en quelque sorte. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que vous savez, monsieur l'expert, je me suicide quand je veux. Ah oui, il avait choisi lui-même, décidé du sort. C'est ça, au niveau de sa personnalité, c'est absolument pas un dépressif. Il est pas suicidaire, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un suicide d'orgueil. C'est-à-dire que manifestement, il n'est pas question que j'affronte. Alors, j'ai vu d'autres tueurs en série, ils sont un peu tous dans ce mécanisme-là, si vous voulez. C'est ça, donc il faut que ça soit eux qui aient la main, finalement, et qui décident de leur sort et du point final qu'ils vont donner à une affaire. C'est de la toute-puissance. Voilà, c'est ça. Ils avaient la toute-puissance lors de leurs actes, et ils l'ont jusqu'au bout de l'affaire. Joël Vaillant, vous avez mené toute cette enquête, que d'efforts déployés, que d'hommes engagés, que de réflexions, que de nuits blanches sans doute. Ce suicide, c'est certes pour les familles terrifiant, on va y venir, mais pour vous, les enquêteurs, c'est un échec. Mais évidemment, puisque vous emmenez quelqu'un aux assises et vous attendez surtout qu'il y ait une réponse pour les familles. Vous avez des années, c'est un investissement énorme de personnel, d'experts, d'expertises qui ont été réalisées avec des coûts quand même exorbitants. Donc c'est un gâchis judiciaire, et c'est un gâchis financier, et c'est un gâchis humain. Parce que l'enquêteur, lui, c'est l'échec parce que l'enquête n'a pas finalisé, et Pierre Chanal est mort innocent. Il n'est pas condamné. Ah oui, exact. Donc, légalement, il est innocent. Oui, il a été uniquement condamné pour l'affaire de Falvet. Pour le viol de Falvet. Aujourd'hui, Pierre Chanal est innocent. Il a échappé à la justice, mais pour nous, c'est douloureux. Mais ce n'est rien à comparer par rapport aux familles. Parce que le seul espoir, c'était peut-être qu'ils puissent un jour leur dire où sont passés nos enfants. Parce que, comme disait Sartre, pour reprendre, je préfère le désespoir à l'incertitude. Elles ne sauront jamais où sont leurs enfants. On ne saura donc jamais ce que Pierre Chanal avait réellement dans la tête lorsqu'il partait en chasse aux autostoppeurs près du camp de Mourmelon. Une douleur que les victimes ne vont jamais oublier. Dans les heures, les jours et les mois qui suivent le suicide de l'adjudant Pierre Chanal, les familles de victimes sont effondrées. La polémique ne va jamais s'apaiser. Maître Gérard Chemla, avocat de 2 familles de victimes, indique ressentir une immense tristesse. Nous avions renoncé à la vérité, nous devons renoncer à la justice. Les familles de victimes vont repartir de Reims
avec l'idée que la justice n'existe pas pour elle. Maître Éric Dupond-Moretti, avocat de la famille de Trevor O'Keefe, dénonce la légèreté de la surveillance de l'accusé. Il annonce son intention d'attaquer l'État pour dysfonctionnement. Simone Chanal, la sœur de l'accusé qui était venue défendre son frère, déclare à son tour « C'est la justice qui l'a tué, car elle n'avait personne d'autre que lui sous la main. Personne ne l'a cru. La justice est coupable. Elle n'a pas fait son travail comme il faut. » 2 enquêtes administratives seront lancées pour en savoir plus sur le suicide de Pierre Chanal, mais ces procédures ne livreront aucune surprise. Les familles devront faire leur deuil sans explication et essayer d'effacer leur chagrin. 5 corps de disparus manquent toujours à l'appel. Les gendarmes n'ont jamais pu fouiller les 2000 puits qu'avait fait creuser Napoléon III en 1857, n'ont jamais pu inspecter les centaines de failles naturelles et de galeries aménagées lors des dernières guerres, des boyaux dans lesquels Pierre Chanal aimait venir s'entraîner et crapahuter en solitaire, tout autour de ce vaste camp de Mourmelon, dont le nom signifie en latin « le murmure des morts ». Bonjour Alain Sergent. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui l'invité de l'heure du crime. Vous êtes le frère de Pascal Sergent, disparu le 20 août 1981. Je voudrais avoir votre sentiment lorsque vous apprenez au 2e jour du procès que Pierre Chanal a mis fin à ses jours. Moi, je trouve que c'est pas normal. On l'a aidé à se suicider de toute façon, parce que c'est pas normal qu'il a pu se couper l'artère fémorale avec une lame de rasoir. Même que vous la mettez dans la bouche, les détecteurs à métaux, ils la détectent. Hein. Mais pourquoi qu'il s'est suicidé il était surveillé quand même, hein, je sais pas moi. Une personne qui est surveillée, même qu'il est sur un lit, il va pas se suicider avec une lame de rasoir. Hein. Alors cette histoire, on le comprend bien, Alain Sergent. Elle vous poursuit encore aujourd'hui, elle poursuit toute votre famille. Vous en voulez, vous, à la justice? Ben, c'est dur. Ah, si vous voulez, parce que j'ai mal au cœur. Je chie avec ça. Ben, je mets mon frère. Il me manque. Même que Chanal s'est suicidé, j'aurais bien voulu savoir la vraie vérité. Mais là, si suicidé, on saura jamais. On saura jamais. On saura jamais, c'est ce que vous nous dites, Alain Sergent, évidemment, on comprend votre douleur et votre peine. Jean-Luc Ployer, on comprend ces victimes qui finalement n'ont plus rien aujourd'hui, elles ne savent pas ce qui s'est passé, elles ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches. Bien sûr, d'une part, si les faits sont avérés, hein, on est quand même aussi, il faut rester prudent. Maintenant, moi je suis très soucieux depuis 35 ans que je fais ce métier, des familles, si vous voulez. Hein. Donc là, manifestement, on sait très bien, c'est relativement banal, mais conduite de deuil, c'est pas possible. À partir du moment où on retrouve pas le corps, si vous voulez, il y a le corps à corps en quelque sorte, hein, qui date de la naissance, date également la mort. Hein, donc symboliquement en tous les cas. Donc là, manifestement, c'est extrêmement difficile pour les victimes. Maintenant, en tant qu'expert, si vous voulez, nous, on est là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, et notamment au niveau des victimes, pour répondre à votre question. Hein. En ce qui concerne Pierre Chanal, pourquoi, si les faits sont avérés, pourquoi il a été amené à sadiser sexuellement de jeunes militaires et à les tuer, en quelque sorte. Mais ça, il l'a pas expliqué. À lui, absolument pas. Il est totalement hermétique par rapport à ça. Voilà, ce que nous disait Joël Vaillant, le patron de la section de recherche de Reims, c'est-à-dire que dès qu'on parle de sexe ou d'homosexualité, alors là, il se ferme totalement. Est-ce que vous pensez que, justement, Joël Vaillant, qui connaissait bien le personnage, est-ce que vous pensez que ce procès aurait pu amener un début de vérité? Est-ce qu'il aurait pu craquer, Chanal? Moi, j'ai des doutes. Parce que, pour avoir assisté à son procès aux assises à Dijon, où il a été quand même un peu chahuté, il est resté stoïque. Il a donné des explications qu'il avait données au cours de sa garde à vue, etc., plus ou moins cohérentes, etc. Mais là, il était rentré dans une sorte de mutisme. Et je pense qu'il aurait dit « j'ai rien à voir ». C'est les autres qui mentent, comme il faisait. Moi, j'ai la vérité, je ne me souviens plus, ou les autres mentent. Sauf que, Joël Vaillant, on le sait, une cour d'assises, c'est compliqué. Parfois, il y a des illuminations comme ça, y compris chez des personnes qui se sont toujours tues. Oui, mais il avait déjà une expérience d'une première fois d'une cour d'assises. C'était pas un novice, ça aurait été la deuxième. Philippe Dufresne, est-ce qu'il y a une chance finalement de retrouver un jour encore des pistes, des corps, les corps perdus de Pierre Chanal? Pour les victimes, là, je parle évidemment pour les familles de victimes. Sur la région, c'est un dossier qui reste toujours ouvert, j'allais dire, dans l'esprit des gens. C'est assez étonnant parce qu'il y a des dossiers sur lesquels les gens ne veulent plus parler. Et en revanche, dans le dossier Chanal, les gens sont toujours en train de le vivre.
La mémoire est toujours vive, c'est ça? La mémoire est toujours vive et le doute est toujours vif. C'est-à-dire qu'ils se disent toujours, est-ce qu'on nous a dit vraiment la vérité? Est-ce qu'on lui a pas simplifié la vie pour se suicider? Quant à le fait de retrouver des corps, à chaque fois qu'il y a des squelettes qui peuvent être mis à jour dans un secteur qui a vraiment été très marqué par les guerres, il y a toujours la question de est-ce que ça serait pas une des victimes de Pierre Chanal? Merci beaucoup Philippe Dufresne, Alain Sergent, Jean-Luc Ployer et Joël Vaillant d'avoir été les invités de l'heure du crime depuis la foire de Châlons en Champagne. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirdu et Bruno Loriot à la technique. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.